Madame, Monsieur, bonjour. Arrêt aujourd'hui sur l'activité de l'habitat au Maroc et tout particulièrement des segments économiques et sociaux. Un bilan d'étape du programme gouvernemental 2016-2020. Un bilan d'étape que le ministre de la tutelle a qualifié de mitigé, voire même d'échec, notamment en ce qui concerne les logements à 140 000 dirhams. Comment l'administration en charge compte sortir de cette impasse pour ce qui reste de ce programme? Qu'en est-il des nouvelles orientations pour le nouveau code de l'urbanisme? Élément de réponse en compagnie du ministre de l'Aménagement du territoire, de la politique de la ville, de l'habitat et de l'urbanisme. Abdelahad Fassiferi, bonjour et bienvenue. Merci de l'invitation, bonjour. Alors, Monsieur le ministre, les chiffres des réalisations du programme 2016-2020 semblent positifs, mais il y a des dysfonctionnements qui persistent. Quels sont-ils? Alors, les programmes gouvernementaux, aussi bien en termes, disons, de procuration d'un logement abordable pour les différentes catégories de la population, qu'aussi bien, disons, en matière de lutte contre les différentes formes d'insalubrité, ont leurs acquis. Les programmes de logement social, 250 000, 140 000, le logement pour la classe moyenne, ont permis, dans une large mesure, de diminuer le déficit en logement. Il est passé en 4-5 ans, disons, de 800 000 à peu près 400 000, et l'objectif gouvernemental, c'est à la fin de la mandature le faire baisser à 200 000, et nous sommes sur la bonne voie. Quantitativement, donc, il y a des réussites, mais c'est sûr que il y a des réadaptations à faire. Il y a des réadaptations à faire. D'abord, quelque chose de très important, ces systèmes, disons, de programmes fondés sur des exonérations fiscales, ça demande à être revu. Ça demande à être revu dans le sens, si les exonérations doivent persister, il faut un meilleur ciblage tant territorialement que socialement. Et d'autre part, il faut chercher d'autres formes, disons, d'appui public à ces programmes, sous forme d'aide directe aux acquéreurs, notamment les plus démunis, la classe moyenne, qui, c'est vrai, n'ont pas bénéficié comme il convenait, disons, de ces programmes, les aspects liés au foncier, des facilités urbanistiques. Donc, une évaluation, certes, des acquis, mais des adaptations à faire, dont l'un des points clés, c'est des approches plus territoriales. Et en matière de lutte contre l'habitat insalubre, je pense à la lutte contre les bidonvilles, l'habitat menaçant en ruine, les quartiers sous-équipés, là aussi des réalisations, mais peut-être une insuffisante efficacité, parce qu'il y a beaucoup d'efforts financiers qui sont faits. On est à la recherche d'autres méthodes pour un meilleur impact et pour une meilleure efficacité. Alors, vous avez évoqué justement les villes sans bidonville. Juste pour rappel pour nos téléspectateurs, 59 villes sans bidonville aujourd'hui au Maroc. C'est un acquis parmi les acquis que vous avez cités, 26 restantes. Mais alors, qu'en est-il des nouveaux bidonvilles? Qu'en est-il de ces nouvelles, de ces nouveaux quartiers insalubres? Vous avez cité l'habitat insalubre qui pousse un peu partout, comme des champignons. Que pensez-vous faire pour lutter justement contre ce phénomène? Alors, là aussi, il faut enregistrer les acquis. Le programme Ville sans bidonville, on a traité à ce jour à peu près 290 000 ménages qui concrètement ont amélioré leurs conditions de vie, soit à travers un relogement, soit à travers un recasement, c'est-à-dire une distribution de l'eau. Donc les acquis sont là. Et ce chiffre de 290 000 à peu près dépasse le recensement initial de 2004 qui était à peu près 270 000. Mais nous n'avons pas réussi à endiguer le phénomène. On a parfois le sentiment de ce que j'appelle le tonneau des Danaïdes, disons un tonneau sans fond où beaucoup d'argent public y est mis, 32 milliards de dirhams pour les bidonvilles depuis 2004. Nous n'avons pas réussi à endiguer le phénomène. Cela suppose de revoir un certain nombre d'approches, de démarches, dans le sens de plus d'anticipation, dans le sens de plus d'intégration, parce que les gens des bidonvilles ont certes un problème de logement, ils logent dans des conditions insalubres, mais bien souvent ils sont
intégrés dans leur tissu. Donc, il y a des économique en l'occurrence. Donc du coup, quand ils sont logés, est-ce qu'on a pensé à leur fournir, parce qu'il y a la qualité de vie également, est-ce qu'on a pensé à leur fournir ces éléments-là, un travail en l'occurrence, des écoles, etc. C'est précisément ce que je voulais vous dire, que les approches doivent aller dans le sens de plus d'intégration, où lorsqu'on résout le problème du bidonville, on résout le problème du logement, mais également le problème du transport, des équipements publics, etc. Absolument. On ne peut pas réduire ce problème du bidonville uniquement à trouver, disons, du foncier pour des besoins de recasement, de relogement. Donc il y a vraiment des approches de manière progressive, parce que malgré tout, notre politique a ses acquis. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est plus donc d'intégration, éviter que le traitement de l'insalubrité conduise à des villes éclatées, en contradiction avec les principes d'un urbanisme durable. Donc je pense qu'en même temps que nous travaillons dans la continuité de ce qui se fait, et parce que ça a ses acquis, malgré tout, nous sommes interpellés sur une révision, disons, un peu de nos approches, de nos méthodes. Et bien sûr, l'habitat est en première ligne, mais on sent bien que le problème des bidonvilles, c'est la rencontre de toute une série de problèmes qui exigent une approche véritablement intégrée. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est une meilleure maîtrise des bénéficiaires. Parce qu'avant, un ménage, une baraque, c'était un ménage. Aujourd'hui, une baraque, c'est 5-7 ménages, avec parfois des pratiques... Absolument. C'est intéressant que vous souleviez ce point-là, parce qu'il y a des pratiques frauduleuses en ce qui concerne les bidonvillois qui prennent des logements et qui après revendent, enfin en tout cas, ou qui s'installent dans d'autres villes même. C'est vrai qu'il y a eu toute une série de pratiques. Et je ne veux pas mettre en cause uniquement, disons, les citoyens. Oui. Hein, la situation, disons, dans les bidonvilles est triste. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toute une série de pratiques qu'il faut, disons, par la pédagogie, parfois par une certaine sévérité, arrêter. Et ça se suppose vraiment l'effort de tout le monde. Le bidonville, c'est vraiment la rencontre de toute une série de problématiques sociales, sociétales, éthiques, électoralistes, soyons clairs, etc. Politique, à la limite. Voilà, absolument. Tout le monde devrait véritablement prendre conscience de l'importance de ce problème et pour véritablement avancer de manière décisive, vraiment travailler de manière intégrée, de manière coordonnée. Justement, travailler de manière intégrée, vous avez parlé d'interpeller à la révision d'approche, vous avez interpellé le groupe Al-Umran pour réviser un peu l'approche en ce qui concerne notamment la qualité des produits qu'ils proposent, et notamment pour ces classes moyennes et souvent relogement. Comment atteindre cet objectif, Monsieur le Ministre? Alors, pour l'Umran, c'est le bras armé un peu des programmes du ministère. Il a à son actif beaucoup d'acquis. Mais nous sommes en train de travailler sur un contrat de programme où il s'agit de clarifier les engagements des uns et des autres, en même temps que nous lui apportons notre appui financièrement, en termes de l'acquisition du foncier, etc. Nous voulons que véritablement il soit un exemple en matière, disons, de qualité, en matière de respect des délais, les principes d'un urbanisme durable, etc., etc. Là aussi, nous sommes dans une démarche où, en même temps qu'on souligne les acquis, nous mettons le doigt sur un certain nombre de points d'amélioration et nous travaillons avec les partenaires pour évoluer dans ce sens. Deux derniers points, Monsieur le Ministre. Le Conseil national de l'habitat a été récemment activé et a adopté une feuille de route. On n'en connaît pas vraiment les principales lignes directives. Quelques-unes. Alors, le CNH, le Conseil national de l'habitat, a été réactivé. C'est l'instance institutionnelle de concertation, disons, avec tous les professionnels et bien sûr les établissements et les administrations concernés. 3 ou 4 grandes idées. 1, comment procurer un logement abordable pour l'ensemble de la population, en traitant un certain nombre de cas qui n'ont pas peut-être bénéficié comme il convenait des programmes de logements sociaux préalables. Je pense à la classe moyenne, les plus démunis, le monde rural, etc. Donner plus d'efficacité à nos programmes de lutte contre l'insalubrité, plus d'efficacité par révision de nos approches, faire plus d'anticipation, plus d'intégration, ça nous paraît très important. Il y a des aspects également très importants qu'il faut souligner, l'aspect qualité.
en travaillant avec nos professionnels pour vraiment promouvoir la qualité et avec une idée force. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le social qu'on doit se sentir exonéré des exigences de qualité. Et il y a beaucoup de travail avec les professionnels et on a tout un travail de normalisation qu'il s'agit d'intégrer dans nos lois, etc. Et puis, la réaffirmation des principes d'un urbanisme durable en rénovant un peu en réhabilitant et rénovant tout ce qui concerne la planification urbaine et la production de nos documents d'urbanisme. C'est quelque chose de très important. C'est très important qu'on ait des documents d'urbanisme qui est la base légale sur la base desquels on gère, disons, les territoires, aussi bien dans le monde rural que dans la ville, mais on a conscience qu'il faut les faire évoluer vers plus de souplesse, vers plus de concertation, vers véritablement un progrès en matière, disons, de durabilité et d'urbanisme durable. Puisqu'on parle d'urbanisme durable, vraiment brièvement pour terminer, je voudrais évoquer avec vous, malheureusement le temps est très bref, la politique des villes nouvelles est un échec à plus d'un titre et de l'avis de plusieurs observateurs. Comment y remédier selon vous ? Alors, c'est un jugement peut-être un peu trop... disons, comment dire, sévère. Mais c'est vrai que la manière dont on a abordé, disons, les villes nouvelles font qu'effectivement, les choses ne sont pas déroulées comme on s'y attendait. Il y a des plans de relance pour notamment Temsna, avec aujourd'hui, je pense, une bonne dynamique qui nous donne de l'espoir. Tamansort également. Vous savez, les villes nouvelles, certes, il faut offrir de nouvelles possibilités, disons, en matière d'urbanisation pour répondre à un certain nombre de besoins, mais il faut, sur la base d'une claire définition de la vocation des villes, là, peut-être que dans certains cas, on a plus saisi une opportunité foncière qu'une véritable réflexion en termes, disons, de vocation de la ville. Et puis, une ville, ça se construit dans le temps, et tout le monde doit s'y mettre. Il faut les équipements structurants, il faut les zones d'activité, il faut, etc. Ça demande du temps. Il y a des défaillances, il faut qu'on les analyse pour les villes nouvelles. On ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Ashrafet, par exemple, dans le Nord, on n'a pas droit à l'échec. Tamansort et Temsna, avec un certain nombre de projets structurants, il y a des réelles perspectives de dépasser un peu les difficultés. Nous sommes un peu dans cette logique. Abdelhad Fassiferi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci beaucoup. Partagez, Monsieur le Ministre. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Vous pouvez toujours retrouver cette interview sur notre site le www.mediatv.com.